Le récap info pour savoir et comprendre cette semaine avec deux invités de la ville de Grenoble. Lucille Lheureux, adjointe au maire en charge des espaces publics, et Pascal Clouer, en charge, lui, de la démocratie locale. Bonjour. 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 Merci d'être avec nous. Bonjour à tous. La course pour les municipales a débuté. Les candidats potentiels comptent leurs troupes, évaluent les alliés éventuels, peaufinent les positionnements ou font du buzz pour gagner en notoriété. À Grenoble, après l'élection surprise de 2014, l'équipe en place à l'Hôtel de Ville mise sur le bilan de fin de mandat pour convaincre les électeurs. Mais à l'épreuve des difficiles contraintes de la gestion quotidienne, la promesse d'une autre ville est-elle tenue ? On fait le bilan avec Lucille Lheureux et Pascal Clouer. Alors merci particulièrement d'être avec nous cette semaine, un peu au pied levé. C'est le maire Éric Piolle qui devait être avec nous, mais qui pour des contraintes familiales a été obligé d'annuler. On le comprend et on est avec lui. Alors en 2014, pour gagner les municipales, votre liste avait promis une autre façon de vivre la ville, un autre rapport aux Grenoblois, plus de proximité, une vie plus participative, une ville plus saine, plus partagée. Qu'est-ce que vous pensez avoir réussi en 4 ans ? Lucille Lheureux. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de me prêter à cet exercice, mais vous pouvez changer, je peux compléter ma première réponse. Je pense toujours que le travail que nous essayons de faire pour rapprocher les citoyens de l'institution et en particulier des agents, il est fondamental et je suis très fière qu'on se soit attelé à ce chantier et qu'on continue de le faire au quotidien. On a de nombreuses occasions, les portes ouvertes de différents services pour le faire. Parce qu'il n'est pas encore abouti. Il n'est pas encore abouti, il est permanent. C'est important que les citoyens prennent conscience que le service public, il est bien là, il est bien existant, il est bien quotidien, même si d'habitude c'est beaucoup dans l'ombre. Je trouve que c'est important de redonner confiance aux citoyens en les collectivités tout simplement et au-delà. Envers les élus locaux. Et peut-être que c'est la tâche la plus difficile que de permettre aux citoyens de s'approprier le pouvoir et de se rendre compte que les élus sont là au quotidien, qu'ils sont disponibles. Et donc c'est quelque chose qui mérite encore beaucoup d'énergie. La proximité avec les agents de la ville, c'est important dans vos délégations, puisque vous avez en charge la propreté urbaine, les espaces verts, et il y a beaucoup d'agents, 1 millier d'agents 400 agents au total. qui concernent vraiment la propreté et les espaces verts, mais on a près de 3000 agents, plus de 3000 agents à la ville de Grenoble. Donc. Qu'est-ce que vous avez particulièrement réussi, Pascal Clouer, durant ces 4 ans de mandat ? Moi, je suis très fier de plusieurs choses. La première, c'est sans doute la diminution du nombre de panneaux publicitaires dans la ville de Grenoble. Je peux vous dire que pour me déplacer souvent dans d'autres villes, ça saute aux yeux. Ça saute aux yeux quand on va dans d'autres villes, qu'on voit la surcharge cognitive de publicité. Et on s'en rend plus compte. Ils vont revenir. On s'en rend plus compte. Non, les panneaux ne vont pas revenir. Sous une autre forme, mais ils reviendront. Non, il n'est pas question que les panneaux publicitaires reviennent. Et je peux vous dire que ça fait du bien, on respire vraiment. Première chose. Deuxième chose, c'est le plan école. 65 millions d'euros quand même investis, plusieurs écoles réhabilitées, des écoles qui ont été reconstruites et on en avait bien besoin. On l'a inauguré récemment. Troisième chose, l'alimentation. 50% de bio dans les cantines scolaires. Ça aussi, c'est une formidable réussite. La végétalisation. Moi, je trouve que ce qui a été fait, notamment sous la férule de Lucille Lheureux, est extrêmement réjouissant. Voilà. Ça, c'est encore faible, non ? Le végétal est vraiment revenu en ville ? Alors aujourd'hui, la difficulté qu'on a à Grenoble, c'est qu'on a une ville qui est très concentrée. On a 18 km² d'espace urbain. Et donc, c'est pas si simple d'avoir des espaces de respiration pour tous les Grenoblois. Donc, quand on quantifie les espaces verts, c'est vrai qu'on est une ville, malheureusement, qui est assez peu dotée. Par contre, le travail que l'on essaye de faire, c'est de multiplier les points de respiration. Donc, en termes de surface, ça fait pas beaucoup de surface. Mais par contre, les 3500 arbres plantés, tous les centaines de points jardinons nos rues, l'idée, c'est d'avoir au quotidien, dans chaque rue, sur chaque place, des espaces verts agréables et une ville saine. Encore 2 choses pour terminer l'exercice. Les budgets participatifs, parce que c'est quelque chose qui fonctionne bien à Grenoble. Je vous rappelle qu'on a été aussi les premiers à faire les premières rencontres nationales des budgets participatifs. On en est au 3e, au 4e, et ça commence à bien prendre dans toutes les villes de France. Et puis aussi, ce qui me paraît extrêmement important, c'est à GEG, 100% d'énergie renouvelable en 2022. J'espère que vous serez aussi prolixe pour ceux qui ont raté, parce qu'il y a des choses qui ont raté inévitablement. Lucille Lheureux. Non, pour ma part, c'est ce que je disais en introduction, c'est que je pense qu'on a vraiment à cœur de renouveler l'exercice démocratique à l'échelle locale.
qu'on le fait excellemment, je pense, sur les budgets participatifs, les chantiers ouverts au public qui vont commencer maintenant. Par contre, je pense qu'on est encore assez isolé à porter cette parole-là de démocratie directe, de confiance envers les élus locaux. Et je constate qu'on a encore, malheureusement, une certaine méfiance à l'égard de la classe politique, qui est justifiée quand on voit certains politiques qui font carrière et qui ne pensent plus à l'intérêt général et au bien commun, mais qui pensent à leurs intérêts particuliers. Mais malheureusement, à Grenoble, je trouve qu'on a encore à batailler. Et voilà, c'est un chantier qui me semble long et sur lequel il ne faut pas cesser. On va évidemment revenir au rapport avec les citoyens et à la participation citoyenne. Quelque chose qui a raté durant cette première partie de mandat? Moi, je dirais sans doute peut-être le manque d'explication, de pédagogie par rapport à notre politique. Ça, sans doute que nous avons péché sur cette première partie. Et il va falloir qu'on mette le paquet sur la fin du mandat là-dessus. C'est-à-dire à la fois expliquer et faire comprendre notre vision à long terme. Qu'est-ce que c'est qu'une ville en transition, concrètement? Qu'est-ce que c'est que l'après-transition, d'une certaine manière? Et puis, expliquer immédiatement la vision à court terme. C'est-à-dire ce que nous faisons, qu'est-ce que c'est, pourquoi on le fait, et quelle est la perspective qui est tracée. Et je crois que là, il y a besoin d'expliquer constamment et donner du sens à ce qu'on réalise. J'ai l'impression qu'on communique beaucoup quand même à l'hôtel de ville. Il y a des parutions, il y a une présence sur les réseaux sociaux. Ça manque quand même. L'explication ne passe pas suffisamment. Le sens profond de l'ensemble des réalisations. Vers quoi nous allons converger? Vers quel monde de demain nous dessinons? C'est ça qui est fondamental. Et je crois qu'il faut que les réalisations présentes trouvent leur prolongement dans cette vision politique. C'est ça qu'il faut qu'on explique plus peut-être. Eh bien, on va contribuer à le faire aujourd'hui dans cette émission, puisqu'on va faire le tour ensemble de quelques questions qui animent le débat public à Grenoble. On va commencer précisément, Pascal Clouer, par la démocratie participative. Vous évoquiez les projets participatifs, mais ça ne doit quand même pas masquer l'échec, par exemple, des CCI, ces conseils citoyens indépendants qui n'ont pas fonctionné, on peut le dire. Alors, je ne vais pas le dire comme vous, pour une raison simple, c'est que les personnes qui sont dans ces conseils citoyens indépendants, même si elles sont moins nombreuses que ce que nous souhaitons... Et moins variées. Non, mais je dis les choses comme elles sont. Parce qu'en matière de démocratie, on va pas les personnes sont moins variées, moins nombreuses, et les personnes qui sont tirées au sort ne restent pas de manière très majoritaire. Donc... il faut tenir compte de ce constat-là. Mais je dis pas que ça ne marche pas, parce qu'il y a quand même des gens qui sont dedans. On a fait 2 évaluations qui montrent quand même que ceux qui sont investis dans ces conseils citoyens, ils bossent. Donc on ne va pas dire que ça ne marche pas, parce que vis-à-vis d'eux, c'est pas bien. Voilà. Deuxième chose, on a tenu compte du constat. On a quand même, en démocratie locale, été sans doute les politiques publiques qui ont été le plus regardées, le plus analysées, avec l'ensemble... Vous aviez suscité une grande appétence. Et c'est tout à fait normal. Donc sur les conseils citoyens indépendants, pour aller vite, ce qui fonctionnait, disons, le moins bien, c'était les personnes qui étaient tirées au sort et qui ne restaient pas. Dont acte. Donc on a repris la chose et nous avons mis en place la suite de ce que sera les conseils citoyens indépendants, c'est-à-dire ils vont continuer tels qu'ils sont, mais on revoit les secteurs de la ville, 6 secteurs au lieu de 7, pour les faire correspondre au secteur administratif. Ça semble très important pour avoir un rapport avec un élu référent, l'élu de secteur, pour avoir un rapport avec des services référents, les services de secteur. Et puis à côté de ça, la création de quelque chose de complètement nouveau qui va démarrer au 1er septembre. C'est la création de ce qu'on a appelé les ateliers de projet, qui sont une forme très particulière de la participation, qui est extrêmement bien documentée, qui s'appelle les jurys citoyens. 30 personnes, 17 tirés au sort, 17 provenant des conseils citoyens indépendants, 17 tirés au sort, 6 des conseils citoyens indépendants, 6 qui viennent des unions de quartier, 1 qui vient du conseil des résidents étrangers, 30 personnes qui vont s'emparer d'un sujet extrêmement important pour la ville de Grenoble. Le sujet de leur choix. Alors, la ville de Grenoble posera 5 sujets sur la table. 5 sujets sur la table. Ils en choisiront un. Ils en choisiront 3, 2 ou 3, on verra selon. Et dès le mois de septembre, on lance ces 2 sujets en conseil municipal. Et quelques mois plus tard, ils auront auditionné des élus. Ils auront auditionné des experts. Ils se seront fait un avis. Ils reviendront au conseil municipal et ils feront part de leurs préconisations sur le sujet en question. Un exemple des sujets qui seront mis sur la table? Écoutez, pour l'instant, je ne peux pas dévoiler les choses. Dans quelques semaines, nous ferons parvenir les 5 sujets au Conseil citoyen indépendant, mais je peux vous dire que ça sera des sujets d'envergure et des sujets qui appellent des politiques publiques. Alors la démocratie participative, c'est aussi le contact direct avec les citoyens. Et là, on a vu quand même ces derniers temps des relations assez tendues avec certaines unions de quartier, avec des associations de riverains.
c'est allé récemment jusqu'au clash. Lucille L'Heureux, vous étiez directement concernée. C'était l'Union Habitants du centre-ville. Vous avez claqué la porte. Alors à cet épisode regrettable, les conditions d'un débat public apaisé n'étaient pas réunies. Et donc malheureusement, nous avons été conduits effectivement à quitter le débat. Ce que nous regrettons évidemment parce que de manière générale, nous avons au quotidien des relations apaisées avec les représentants des habitants et que nous nous attachons à entretenir des relations importantes, régulières, sérieuses de travail. Et donc c'est surtout ça que nous souhaitons retenir. Et il nous semble que cet épisode, il est regrettable, mais qu'il n'est qu'un épisode et que par ailleurs, le travail continue avec toutes les bonnes volontés. Ces réunions de quartier, elles sont quand même souvent animées. Bien sûr, le débat est animé et c'est l'enjeu de ces réunions, c'est de pouvoir exposer des points de vue différents, parfois divergents, mais nous nous prêtons à l'exercice tant qu'il est cordial et respectueux. Et puis on va évidemment évoquer la votation citoyenne, puisqu'il y a quelques jours, le tribunal administratif de Grenoble, saisi par le préfet, a annulé le dispositif d'interpellation et de votation citoyenne que vous aviez mis en place assez rapidement à votre arrivée à l'hôtel de ville. La justice reproche en effet au dispositif d'ouvrir le droit de pétition et de votation à des Grenoblois qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales, des mineurs ou des ressortissants étrangers notamment. Vous avez décidé de faire appel de cette décision du tribunal administratif. Le maire Éric Piolle dénonce une vision étriquée de la démocratie. Une vision très étriquée de la démocratie, très passéiste finalement de la démocratie. Et je crois que cette attaque du gouvernement sur nos dispositifs innovants marque finalement cette fragilité dans le rapport aux habitants, dans le rapport aux citoyens. Ils reconnaissent, c'est l'article 12 du jugement, que le dispositif est innovant, mais ils nous disent que ça ne rentre pas dans les clous. Donc rien à voir finalement. Vous diriez que vous serez prêt à trahir vos promesses, éventuellement on pourrait regarder, mais ça ne rentre pas dans les clous. Je crois que c'est une erreur. Nous battrons pour faire vivre ce dispositif qui est central, je crois, pour renouer un lien de confiance entre les élus et les citoyens, pour nourrir la démocratie locale. Nous nous battrons donc en appel au Conseil d'État s'il le faut. Parce que je crois que c'est central de renouer ce lien et que c'est à l'échelle territoriale aussi qu'on peut le renouer. Pascal Clouer, innover, c'est bien, mais le faire dans le cadre des règlements et des législations, c'est mieux. C'est mieux, bien sûr. Mais le maire vient de dire, nous nous battrons parce que nous considérons que la question n'est pas une question juridique, mais c'est une question politique. Et c'est dans ce cadre-là que nous souhaitons faire avancer les choses. Je vous rappelle quand même plusieurs choses. Nous allons représenter l'ensemble des villes françaises à l'Organisation internationale de la démocratie participative à Barcelone, au mois d'octobre, justement sur cette question d'interpellation. Nous avons eu un prix de la participation en France remis par Décider Ensemble Think Tank sur cette question de la participation. L'an prochain, en 2019, en mars, pendant la Biennale des villes en transition, nous allons avoir le Forum national de la participation. Autrement dit, Grenoble est regardé de très près sur ces questions-là. Pourquoi c'est une question politique ? Parce que nous souhaitons donner du pouvoir d'agir aux habitants. Et notre dispositif d'interpellation avait précisément cet objectif-là, de pouvoir en quelque sorte contraindre les élus à prendre une décision dès lors qu'elle avait un certain... Sur le principe, Pascal Clouer, tout le monde est d'accord. Là, ce qui est retoqué, c'est effectivement le fait de faire voter des mineurs ou des ressortissants qui n'ont pas le droit de vote. Non, c'est pas exactement ça qui est retoqué. Ce qui est retoqué, c'est d'obliger le maire à inscrire quelque chose à l'ordre du jour du conseil municipal, en quelque sorte que son ordre du jour serait imposé par l'extérieur par 2000 signatures. Et la deuxième chose, c'est aussi le fait si on avait 20 000 voix, d'obliger les conseillers municipaux à voter dans un sens, à imposer une décision aux conseillers municipaux. C'est ça aussi qui est retoqué. Donc il faut changer le cadre législatif. Donc il faut changer le cadre législatif, il faut changer la loi. Donc nous allons porter au niveau national, à travers un certain nombre de députés, la possibilité de pouvoir expérimenter au niveau local ce type d'expérimentation de dispositifs. Bon, en parlant de députés, vous avez vu la réaction du député En Marche, Olivier Véran. Il y voit une opération de com qui a mal tourné. Oui, enfin, alors c'est absolument pas une opération de com qui a mal tourné. C'est un dispositif expérimental, une initiative citoyenne qui s'est arrêtée là, ici en chemin, mais que nous allons poursuivre parce que nous souhaitons aller jusqu'au bout de cette question-là. La tribune libre qui a été signée conjointement par Mathieu Chamlussy et Jérôme Safar, vous en avez pensé quoi ? Moi, je pense que c'est de la politique politicienne.
Je leur ai dit, il faut qu'ils sortent du bocal, là. Je veux dire, il faut prendre un tout petit peu de hauteur et se dire que l'enjeu face à nous, face à tous, c'est qu'on se mette ensemble et qu'on regarde comment est-ce qu'on peut porter cette demande d'un cadre expérimental qui puisse nous permettre de faire ce genre de dispositifs, voire d'abaisser les seuils sur le référendum local. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait 50% de participation pour imposer un référendum municipal au maire. C'est quasiment jamais arrivé. Mathieu Chamussy, il a estimé que de toute façon, ce dispositif, il n'avait jamais donné de droits supplémentaires aux habitants. Et il faut bien reconnaître qu'à chaque fois qu'ils s'en sont saisis, pour le stationnement ou pour les bibliothèques, ça n'a jamais permis d'aboutir. C'est un début. Nous avons eu 3 débats en conseil municipal, je vous rappelle quand même, avec 2000 signatures. Nous allons en voir un lundi sur la question du 10-20 de l'Arlequin, un grand débat. Qui va être extrêmement intéressant. Et puis sur les bibliothèques. Les bibliothèques sont arrivées... Nous avons proposé une solution A. Les bibliothécaires voulaient une autre solution B. Qu'est-ce qu'il y a eu à la fin? La solution C. C'est-à-dire qu'on a trouvé, grâce à ce dispositif, un lieu de négociation qui nous a permis d'aboutir à quelque chose qui relève du compromis. Ouais, en revanche, sur le stationnement... Il n'y avait pas assez de voix, en quelque sorte. Mais ça pose la question. Quand même en pétition. Ça pose la question quand même. Non, il y a eu... oui, mais ça pose une autre question, c'est cette question du seuil. Et c'est une question qui me semble extrêmement pertinente, qu'il faut étudier finement. Est-ce qu'on met un seuil? Est-ce qu'on n'en met pas? Si on en met un, pourquoi, etc. Enfin, un certain nombre Donc le seuil des 20 000 que vous aviez évoqué en début de mandat, parce que c'est le nombre de voix que vous avez eu pour arriver à l'hôtel de ville, ce seuil-là, vous êtes prêt à l'abaisser? On est prêt vraiment à réfléchir dessus parce qu'on a annoncé le seuil de 20 000 voix dans un dispositif complètement expérimental qui n'existait jamais ailleurs. Donc il a fallu aussi... mais il est certain... C'est nouveau ça, Pascal Clouert, c'est nouveau. Le fait de dire on peut abaisser le seuil des 20 000, c'est assez nouveau. Il est certain qu'il faut réfléchir à un dispositif qui permette de donner du pouvoir d'agir, donc d'interroger ce seuil des 20 000, voire d'avoir un système de double seuil. C'est des réflexions qu'on a. Bon. En complément, quand certains disent que ça n'apportait pas de droits supplémentaires, je pense que permettre aux étrangers et aux personnes de plus de 16 ans de participer à la vie publique, à la vie locale, on ne peut pas dire que ce n'est pas un droit qui est fondamental et pour lequel on se bat. Oui, enfin, s'il s'agit uniquement de voter ou de signer des pétitions et que ça n'aboutit jamais à rien... C'est un premier pas. Le débat, c'est bien, mais fondamental. Ok. En ce moment, vous l'évoquiez, il y a une pétition qui circule contre les démolitions d'immeubles de la galerie de l'Arlequin, le 10 et le 20. Plus de 2000 signatures déjà recueillies. Lundi soir, les riverains, effectivement, interviendront en conseil municipal. Mais si le seuil des 20 000... Alors bon, en plus, en l'occurrence, le dispositif est annulé par le tribunal administratif. Mais si le seuil reste à 20 000, de toute façon, ils ont très peu de chances d'être entendus. Non, mais de toute façon, le dispositif, il est annulé. Donc on en prend acte et on va se battre politiquement, je l'ai dit, ça c'est évident. Notre engagement de tenir ce débat en conseil municipal, c'est qu'il y a eu 2000 signatures. Et donc on considère que là, il y a un sujet qui est d'intérêt général, et donc il est normal que les personnes qui portent ce sujet-là viennent en débattre en conseil municipal. Mais les immeubles seront rasés quoi qu'il en soit. Alors, la question de la décision... ici, du pouvoir d'agir du citoyen dans un dispositif qui sera un dispositif d'interpellation, elle est caduque de fait puisque le tribunal s'est positionné. Le seul moyen qu'on aurait de mettre quelque chose en œuvre, c'est le référendum municipal. Mais là, on se heurte à quelque chose de complètement délirant, c'est les seuils du référendum municipal. Et si on a mis notre dispositif en place, c'est parce que justement, on a trouvé que les seuils étaient beaucoup trop élevés. Déjà. D'où la nécessité de faire évoluer cette innovation, j'ai bien entendu. Vous évoquiez tout à l'heure le plan école. Un mot sur les rythmes scolaires, la réforme des rythmes scolaires. Les communes ont, vous le savez, la possibilité de revenir sur le rythme des 4 jours et demi pour la rentrée prochaine. Vous n'avez pas souhaité le faire dès 2018. Oui, puisque actuellement, on est en évaluation du dispositif tel qu'il existe actuellement, donc avec les familles, avec les équipes, avec la communauté éducative. Et à la rentrée 2018, on aura l'occasion de nouveau de faire vivre ce débat des rythmes de l'enfant
et non pas seulement des rythmes scolaires, puisque prendre en compte l'intérêt de l'enfant et le bien-être de l'enfant, c'est prendre en compte la présence en temps collectif, c'est la place du sommeil, c'est un cadre beaucoup plus global et une réflexion plus globale sur la place de l'enfant dans notre ville. Donc on va prendre en compte l'avis des parents, des enseignants. Vous savez que partout où ils ont eu à se prononcer, ils se sont généralement prononcés pour un retour à la semaine des 4 jours. C'est pas si simple que ça, parce que suivant les termes du débat et suivant la manière dont on discute et dont suivant l'approche que l'on a, on se rend compte que finalement quand même la question du rythme de l'enfant arrive à prendre le dessus et que cette question des 4 jours et demi ou des 4 jours, elle n'est pas si simple et que les 4 jours et demi peuvent aussi se répartir différemment. En tout cas, ce qui compte pour nous, c'est de maintenir le même nombre de jours de scolarité à l'échelle de l'année. Puisqu'on est un des pays de l'OCDE qui est déjà avec le plus faible de nombre de jours de présence à l'école. Et ça, il ne nous semble pas opportun de le réduire encore. Cette semaine, le ton est monté, vous l'avez suivi dans l'actualité, entre la France et l'Italie à propos de la destination du bateau Aquarius qui a recueilli à son bord des centaines de migrants repêchés au large de la Libye. Sur cette question délicate des migrants, le maire de Grenoble s'est illustré il y a quelques jours en défendant un délit de solidarité. Il a poussé la provocation jusqu'à écrire au procureur de la République pour se dénoncer lui-même. En effet, la plateforme d'aide aux migrants qui a été mise en place à Grenoble est illégale, tout comme d'ailleurs le prêt d'appartement à des déboutés du droit d'asile. Avec cette action, le maire veut provoquer le débat en dénonçant un texte inadapté et absurde. La loi, elle est absurde, on le voit, donc il faut la changer. Voilà, elle ne correspond plus au temps présent, elle a été faite en 1938 dans des conditions bien particulières. Et depuis, en fait, elle ne nous protège plus, au contraire, elle empêche les citoyens et la population d'avoir cet élan humaniste. Et elle cultive les peurs, donc changeons-la. Il y a là un espace politique dans les 2 mois à venir pour faire changer cette loi et abolir ce délit de solidarité. C'est ce que je fais, je demande finalement à l'ensemble des maires qui agissent comme la ville de Grenoble le fait. Nous sommes inscrits dans cette histoire-là. Grenoble a été vraiment une ville qui est faite par les exilés, par les migrants. Ça a été, avant les changements de frontières, les Savoyards, ça a été les Italiens, puis l'immigration maghrébine, les Chiliens, les Arméniens. Tout cela, c'est ce qu'on a aussi montré lors des Jeux Olympiques. C'est cette construction collective de Grenoble qui a toujours été une chance. Notre curiosité et notre goût de cette curiosité, de la connaissance, de l'innovation, et il vient aussi de là. Alors sans même revenir sur le fond de la question, restons sur la forme, parce que pour la votation citoyenne, vous me dites que les textes ne sont pas adaptés, il faut les faire changer. Sur la politique migratoire, les textes ne sont pas adaptés, il faut les changer. Finalement, Éric Piolle, il aurait dû être député, non ? Non, il nous semble qu'aujourd'hui, le pouvoir, il est d'abord dans les collectivités locales, il est d'abord au plus près des citoyens. Et donc, on le dit souvent, la société a régulièrement un temps d'avance sur les institutions. Et sur ces thèmes-là, ça s'illustre encore et encore, puisque la solidarité dont font preuve les Grenoblois au quotidien, elle est réelle, elle est importante. La ville de Grenoble a souhaité soutenir ces actions individuelles ou associatives. C'est pour ça qu'elle a mis en place sa plateforme migrants, qui est une plateforme de coordination entre le CCAS, la ville de manière générale, et les associations ou les particuliers qui souhaiteraient faire preuve de solidarité. Et donc ce genre d'actions-là, nous les soutenons, nous les portons haut et nous les défendons. C'est vrai que parfois, bien sûr, qu'on est à la limite de la légalité, ou comme on le voit là, on est complètement dans l'illégalité parce que les textes sont complètement aberrants et dépassés, mais il nous semble qu'il faut agir encore et encore pour faire changer les lois. Et la provocation, c'est une bonne façon de faire bouger les choses. Il nous semble qu'aujourd'hui, provoquer du débat, provoquer des réactions, c'est le meilleur moyen de faire avancer les choses, oui. Bon, la réponse du préfet, en tout cas, à cette initiative a été assez sèche. Le représentant de l'État a rappelé le devoir d'exemplarité auquel sont tenus les maires, en leur qualité notamment d'officiers de police judiciaire. Le préfet qui a déploré qu'Éric Piolle est appelé à commettre des infractions. Oui, et puis nous continuons à appeler à la solidarité sur notre territoire et au-delà. Les difficultés à accueillir et surtout à intégrer certaines populations, on les a très clairement vues cette semaine. Quelle a été votre réaction à l'annonce de l'incendie d'un camp de Roms dans le quartier Mistral dans la nuit de dimanche à lundi dernier ? La condamnation la plus ferme possible de ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé est terrible. Vous savez qu'il y avait des bouteilles de gaz qui traînaient à côté des lieux où il y avait le feu. Vous imaginez ce que ça aurait pu donner, hein ? Bon.
tout va bien, il n'y a pas eu de victimes. Voilà. Donc nous condamnons avec la plus grande fermeté ce qui s'est passé. La violence n'est pas une solution, très clairement. Ce que nous disons aussi, c'est que Grenoble a joué et jouera et continuera à jouer son rôle dans l'accompagnement de ces personnes-là. Et que Grenoble est prête à accompagner. Nos services sociaux sont sur le terrain toute la journée, tous les jours. Et donc Grenoble est prête à accompagner l'État dans la mise en œuvre de ses obligations légales. Et je crois que c'est à l'État, parce que ça fait partie de sa responsabilité, de mettre en œuvre les choses avec des communes comme la ville de Grenoble, qui sera toujours à ses côtés pour l'accompagner. Première chose. Et puis deuxième chose, c'est qu'il va y avoir une action de justice par rapport aux faits extrêmement graves qui se sont passés. Et nous faisons confiance à la justice pour juger les auteurs de ces faits par rapport à ce qu'ils ont fait. Allez, on enchaîne, c'est la règle dans l'émission. On va évoquer la santé du commerce de centre-ville. Ça aussi, c'est un sujet qui revient très régulièrement dans l'actualité. Les travaux autour du projet Cœur de Ville, Cœur de Métropole, avec un plan de circulation complètement bouleversé, mais aussi la perspective d'un centre commercial à Saint-Martin-d'Air. Tout cela fragilise et inquiète les commerçants de l'hypercentre grenoblois. D'abord, est-ce que vous partagez l'un et l'autre leurs inquiétudes, Lucille Lheureux? Alors aujourd'hui, nous sommes évidemment aux côtés des commerçants et de l'ensemble des acteurs du centre-ville grenoblois pour accompagner le changement, pour aller vers une transition, pour défendre notre centre-ville et défendre ses qualités. Nous sommes moins inquiets que les acteurs économiques. Je pense que certains d'entre eux étaient très inquiets et le sont aussi beaucoup moins aujourd'hui sur la politique globale que nous menons à l'échelle de Grenoble. Par contre, vous avez évoqué Nerpic et cette inquiétude des commerçants du centre grenoblois. Nous la partageons effectivement. Il nous semble que ça a été une erreur et que c'est bien dommage de ne pas faire métropole sur ce sujet-là. On va revenir. Nous sommes tous dans le même bateau. On va revenir largement sur le dossier Nerpic. Pascal Clouer, ils ont raison d'être inquiets, les commerçants de l'hypercentre? Les commerçants de l'hypercentre se battent avec courage. Ils font un métier extrêmement difficile, d'autant plus difficile aujourd'hui quand on sait que depuis 20 ans, on a mis des grandes surfaces un peu partout autour des centres-villes, quand on voit ce qui se passe sur Internet et quand on sait que la crise amène des changements tous ces éléments amènent des changements de comportement majeurs. Ils se battent et nous les accompagnons. Et nous les accompagnons tous les jours à travers un certain nombre d'actions qui sont entreprises à la métro, des aides, de l'animation, le recrutement de l'animatrice de centre-ville qui participe à l'ensemble de ces animations-là. Bref, on a des actions commerciales extrêmement ciblées. Deuxièmement, nous allons entreprendre une réflexion sur la création d'une société patrimoniale qui nous permettra de racheter des locaux pour avoir une action sur les coûts de location dans certains endroits. Et puis, je rappelle l'ensemble des actions qui ont été réalisées sur le plan Cœur de Ville, Cœur de Métropole. Aujourd'hui, on est en plein dans les travaux. Alors, c'est pas marrant, les travaux, de toute façon. C'est clair. Vous en convenez? Non, mais bien sûr, c'est pas marrant. C'est une période difficile à passer, les travaux. Donc, il y a les travaux, c'est pas facile. Mais après les travaux, tout ce qu'on est en train de faire, ça vise à moderniser la ville. Ça vise à la changer. Ça vise à créer un grand plateau piéton. De flânerie. Je vous rappelle quand même qu'on refait la place Victor Hugo. Que la place Grenette a été refaite, qu'elle est livrée et que là, les images que vous avez présentées, c'était un peu obsolète puisqu'on avait la place Grenette avant travaux ou pendant travaux. Ça y est, elle est alors propre que et là, élargie. elle est complètement élargie. Les commerçants ont installé tout leur nouveau mobilier, l'éclairage public est entièrement refait. On attend simplement 10 jours de beau temps pour pouvoir finir les joints de la fontaine. Mais sinon, voilà, on a une place au cœur du centre commerçant, du centre dynamique, qui change d'allure et qui met en valeur le commerce de centre-ville. La rue de la République, la place Victor Hugo, Agut-Samba, le quartier Championnet. Donc il faut faire le dos rond pendant les travaux. Donc il il faut accompagner les commerçants pendant les travaux, mais on a quand même un certain nombre de chiffres qui attestent que c'est compliqué, mais on est passé quand même en taux de vacances de 8,7% l'an dernier à 8,2% Sur l'hypercentre ou surtout Grenoble? Sur l'hypercentre, sur le périmètre Cœur de Ville, Cœur de Métropole. Sur l'hypercentre. On a une augmentation de la fréquentation des parkings de relais de 6,8% sur un an, presque 7%. J'entends Pascal Clouer ces indicateurs, mais vous imaginez bien que le commerçant qui tous les jours compte l'argent de son tiroir caisse, oui. C'est compliqué pour lui parce qu'il peut très bien réussir à survivre sans pour autant tirer le salaire qu'il tirait il y a un an. Exact.
Les indicateurs, on leur fait dire un peu ce qu'on veut. Non. Les indicateurs, c'est de la statistique, l'indicateur. Donc ça veut dire qu'au niveau global, ça se passe comme ça. Ça veut pas dire que c'est pas parce qu'on met pas la clé sous la porte qu'on est en bonne santé. Exactement. Mais ça se trouve, dans une rue, on peut avoir 15% de taux de vacances, puis dans une autre, on a 3% de taux de vacances. Donc c'est une moyenne. Celui qui a 15% de taux de vacances dans sa rue, c'est pas facile pour lui. J'en conviens. Donc je connais parfaitement cette situation. C'est ce que je vous disais quand vous me disiez est-ce que vous avez des regrets. C'est la question de la perspective, de l'objectif à long terme et du passage et de l'accompagnement. Alors l'accompagnement précisément, sur certains grands chantiers, je pense à la ligne E du tram, mais à d'autres grands chantiers, il y avait des commissions d'indemnisation qui avaient été mises en place pour tenter de lisser un petit peu les chiffres d'affaires, les baisses de chiffres d'affaires. Pourquoi on n'a pas imaginé, dans le cadre du cœur de ville, cœur de métropole, de faire la même chose ? On n'est pas sur la même ampleur de budget, on n'est pas sur la même ampleur de travaux. Par contre, sur le périmètre de cœur de ville, cœur de métropole, on a appliqué évidemment les exonérations pour les droits de terrasse. Voilà, donc on a aussi des mesures qui sont à notre portée, qu'on a mises en œuvre, bien entendu. Sur toute la période de travaux, comme sur les travaux du tram E, on travaille avec les commerçants au cas par cas pour que les périodes de travaux soient les plus favorables, de ne pas bloquer la rue devant un chocolatier à Pâques, enfin ce genre de choses qui sont fondamentales et que l'on s'attache à faire, la signalétique, le jalonnement, tout un tas de mesures globales pour permettre aux Grenoblois et aux métropolitains de continuer à accéder à l'hypercentre. Et comme on le disait, on a des livraisons un petit peu échelonnées. La place Grenette qui maintenant est dégagée et qui ne voit plus de travaux, ça va être un cœur agréable pour tout le monde, pendant que le secteur Chenoise, Lyon, Renondon sera en travaux, pendant que la place Victor Hugo le sera aussi. Donc il y a aussi une géographie des travaux qui permet des espaces de respiration pour que tous les commerçants puissent s'en sortir. Avec la volonté sur l'ensemble de la ville, et c'est très large, ça va de Caserne de Beaune jusqu'au pont Saint-Laurent, que les travaux aillent le plus vite possible et on espère que courant 2019, tout soit fini. Tout à fait. Un mot sur le projet Nerpic qui est prévu à Saint-Martin-d'Air, 86 boutiques, une vingtaine de cafés-restaurants, 9 moyennes surfaces, des espaces de loisirs, 850 places de parking. Voilà un argument commercial qui pourrait attirer pas mal de clients. Ce projet ne vous convient pas, vous le disiez, mais vous n'avez pas réussi sur cette question à vous faire entendre en conseil métropolitain à la métropole. Oui, encore un chiffre sur ce projet. On est à 800 mètres à vol d'oiseau de l'hypercentre-ville de Grenoble. D'accord ? Donc, nous avons 3 heures de débat en conseil métropolitain. Ouais, donc, on va pas refaire le match. On va pas refaire le match, là. Simplement, pour dire que nous portons et nous continuerons de porter une vision métropolitaine sur cette question. Nous l'avons dit. Et pas une vision municipale. Donc, pas la même que celle du conseil métropolitain. Pas la même que celle du conseil, d'une partie du conseil métropolitain. Qui sera majoritaire. On va dire ça comme ça. Non, mais d'accord, ok. Mais quand on implante un centre commercial de ce calibre-là, d'accord, c'est un projet métropolitain. Et le débat qui a eu lieu, c'est est-ce que c'est un projet métropolitain ou est-ce que c'est un projet de la ville de Saint-Martin-d'Air ? Mais c'est important ce que vous dites, parce que la métropole est en train de parler actuellement du plan local d'urbanisme intercommunal, dans lequel on évoque le commerce, et vous n'êtes pas d'accord visiblement quand les choses se mettent concrètement au point, sur le terrain. Non, le plan local d'urbanisme intercommunal qui va être délibéré, il n'a rien à voir avec des projets de grande surface tels que celui de Nerpic. Il prévoit des centralités commerciales. Des centralités commerciales, mais il ne permettrait pas un tel projet. Ce que nous regrettons, et ce que disait Pascal à l'instant, ce que nous regrettons, c'est que l'approche qui a été faite par le Conseil métropolitain sur ce dossier, c'est de dire que c'est un projet communal. Nous pensons que c'est un projet d'envergure métropolitaine. Donc c'est là que nous avons un dissensus. Maintenant, Pascal l'a dit, le débat a eu lieu. Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est simplement qu'il y a des recours, qu'ils ont des chances d'aboutir, et qu'on voit bien que ce projet qui était contesté avant, il est contesté encore, et il le sera toujours et encore. Donc c'est là où, il nous semble, on parlait tout à l'heure de transition, on parlait de perspectives d'avenir, on parlait de métropole, et d'avoir une métropole attractive et pas simplement de batailler chacun avec notre centre. Voilà, il nous semble que là, c'est une vraie occasion manquée, et que quand les commerçants de l'hypercentre grenoblois sont inquiets, effectivement, à leur côté, en voyant ce projet Nerpic, nous avons aussi des gros doutes. En un mot. Le match est fini pour l'instant à la métropole, mais la contestation continue dans les prétoires. Il n'est pas évident que le projet aille jusqu'au bout. Sans doute faudra-t-il le reprendre un jour ou l'autre. Et nous avions proposé une solution pour s'en sortir vers le haut, c'est de transférer la ZAC de Saint-Martin-d'Air à la métropole pour construire un vrai projet métropolitain dans l'intérêt de Saint-Martin-d'Air.
Allez, on suivra ça, évidemment. Un mot quand même, puisqu'on a Lucille Lheureux sur le plateau, pour parler quand même de la propreté. Vous entendez cette remarque récurrente, Grenoble est sale. Est-ce que vous partagez d'abord ce constat ? C'est bien parce que vous m'avez posé la question il y a quelques semaines et je vous ai déjà répondu effectivement qu'il y a des gens aujourd'hui qui constatent que Grenoble est sale et puis il y a des gens aujourd'hui qui constatent que Grenoble est propre. Moi, aujourd'hui, ce que je constate, c'est que Grenoble est entretenu, que Grenoble est nettoyé par des agents de la propreté urbaine et des espaces verts extrêmement qualifiés, extrêmement investis dans leurs tâches. Ce que je constate aussi, c'est que la mobilisation citoyenne sur les questions d'embellissement, elle existe, elle est forte, que l'attrait des Grenoblois pour leur ville et pour son embellissement est réel. Et donc c'est là-dessus, je pense qu'il faut continuer d'œuvrer. Par contre, évidemment, l'action publique doit se moderniser, doit se questionner. Et donc, il y a des changements permanents. Et doit être plus sévère. Oui, et on l'avait annoncé en début de mandat. On avait dit la ville doit proposer des solutions aux Grenoblois pour qu'ils puissent jeter leurs cartons, pour qu'ils puissent jeter leurs mégots, pour qu'ils puissent emmener leurs chiens faire leur déjection quelque part. Mais dans la mesure où ça a été fait, on a des corbeilles de tri qui ont été déployées, on a des expérimentations qui ont été menées par la métropole pour la collecte des cartons des commerçants, on a de nouveaux mégots qui sont installés, on a des parcs à chiens, on a un éducateur canin qui est disponible gratuitement. Donc maintenant, effectivement, la verbalisation, elle se met en place. À partir de septembre, on a une équipe dédiée à la verbalisation et à la pédagogie de manière générale qui sera à l'œuvre. On a des tarifs qui ont été délibérés pour certains mésusages de l'espace public. Il y a des amendes qui sont aussi possibles. Donc, c'est une remise en cause permanente. 235 agents, c'est ça, à la propreté urbaine. À la propreté urbaine, et puis 200 aux espaces verts, ce qui fait un total de presque 450 agents sur l'espace public. Et puis, il y a un autre moyen, effectivement, de rendre la ville plus propre, c'est de convaincre les habitants de se réapproprier l'espace urbain et de participer eux-mêmes aux opérations de ramassage. Alors aujourd'hui, l'objectif de la belle saison, c'est pas de faire un grand nettoyage de printemps. La belle saison, comme on le voit à l'écran maintenant, c'est un temps de convivialité, c'est un temps de rencontre, vraiment pour prendre soin ensemble. On voit là des agents de la propreté urbaine qui se sont rendus disponibles pour expliquer leur métier. Et je les remercie grandement parce que c'est pas facile. C'est de la sensibilisation au quotidien d'être parfois méprisé, parfois malmené, et puis d'oser dans des moments comme ça, être sous les projecteurs et se mettre en avant. La belle saison, elle sera reconduite, c'est la 3e édition que l'on tient, elle sera reconduite dans cette perspective-là, d'avoir un temps de rencontre, un temps de démonstration. On avait des équipes spécialisées, par exemple les équipes de détagage, qui ont fait des démonstrations pour montrer toute l'étendue de leur savoir-faire. Les temps de rencontre, il y en avait un le week-end dernier, c'était la fête des Tuiles, la 4e édition. Vous l'aviez mise en place à votre arrivée à l'Hôtel de Ville. Vous souhaitiez faire une grande fête populaire, 2 kilomètres d'une immense kermesse sur le cours de la Libération, le cours Jean Jaurès. 100 000 visiteurs. L'édition a été plutôt bonne ? Oui, bien sûr. Et nous sommes ravis que cette édition ait pu se tenir sur l'ensemble du cours Jean Jaurès jusqu'au cours de la Libération. Car le projet au cœur de cette fête des Tuiles, c'est vraiment de permettre la rencontre de tous les Grenoblois et métropolitains sur un espace public qui est vaste, qui est long, qui va du sud de notre ville au nord de notre ville, qui croise les différents quartiers. Donc ça, c'est la très grosse réussite de cette édition. En termes de participants, on est sur les mêmes chiffres que l'année dernière. L'enjeu, il n'est pas tellement de savoir au 10e près qui était là. Par contre, on a pu constater qu'il y a eu beaucoup d'échanges. Il y a des commerçants qui sont partenaires. Il y a énormément d'associations qui ont, à cette occasion, pu rencontrer les Grenoblois et les métropolitains. C'est un temps festif et c'est surtout un espèce de temps de poésie urbaine autour de l'art et de la culture. Et donc, nous en sommes très heureux. Mais cette fête, elle est un peu ternie cette année par cette enquête préliminaire qui a été ouverte par le parquet, enquête pour favoritisme. Durant 2 ans, en 2015 et 2016, la ville aurait sous-traité l'organisation de cette fête à une association sans faire de mise en concurrence. Le maire dit c'est pas la règle pour ces questions artistiques, c'est marché de type artistique. Tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la ville de Grenoble est très attentive au code des marchés publics, évidemment. Dans le cadre de la fête des Tuiles, le prestataire qui a été retenu, c'est un prestataire que tout le monde connaissait, qui était qui connaissait tout le monde. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a recruté. Et qui, par hasard, était aussi proche de l'équipe actuelle. Proche, je pense que c'est un petit peu exagéré. Je pense que c'est quelqu'un. Je pense que c'est un prestataire qui est connu du milieu grenoblois et c'est ce qui en faisait la qualité. Et il a été retenu plutôt que son concurrent parce qu'il proposait une prestation artistique et que c'est effectivement cette tonalité-là que l'on souhaitait donner à la fête des Tuiles. Et c'est à ce titre qu'il a été retenu. Allez, il nous reste 1 minute. Ça y est, les élections municipales de 2020, c'est parti. On est en campagne.
Je ne sais pas s'il faut dire qu'on est en campagne. En tout cas, bah. nous, on est sur le terrain comme on l'a toujours été ces 4 dernières années. Pascal Flouer. On fait le boulot, on travaille entre 70 et 90 heures par semaine, ça dépend des semaines. On a été élu pour faire bouger la ville, on a été élu pour faire changer les lignes, on continue et on est au boulot tous les jours. Et vous serez candidat l'an prochain, Aux prochaines municipales. dans 2 ans. Pour l'instant, c'est pas d'actualité. Pour l'instant, ce qui est d'actualité, c'est de continuer le boulot qu'on fait tous les jours avec Éric Piolle pour l'accompagner et pour être à ses côtés. Quand vous voyez certains candidats se déclarer, je pense à Alain Carignon qui, sur ce plateau ici même, il y a quelques semaines, a dit qu'il serait candidat tête de liste au municipal de 2020. Vous dites, chouette, il va diviser la droite, c'est notre meilleur ennemi possible. Aujourd'hui, je pense qu'on se dit en aucun cas chouette quand on parle d'Alain Carignon. Je pense qu'on se dit qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a été en prison. Il faut encore et encore le rappeler. Et donc, je pense qu'on regrette que notre vie publique laisse autant de place à des personnes qui ont démontré leur peu d'intérêt pour l'intérêt général et les biens communs. Et les élus En Marche qui régulièrement font savoir qu'ils sont là et éventuellement intéressés par la ville de Grenoble, je pense à Émilie Chalas, je pense à Olivier Véran. On sait bien que La République En Marche a des ambitions pour ces municipales. Mais tout le monde a des ambitions pour ces municipales et c'est bien légitime. Et puis finalement, plus il y aura de personnes qui auront d'ambition pour ces municipales, plus ça sera intéressant. Pascal Clouer, Lucille Leroux, merci d'avoir été les invités du Récap Info. Merci à tous de votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité.